nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau du 64. Alors c'est officiel, la France fait partie, on peut le dire, des cancres de l'Europe. On le sait depuis mardi, le déficit public a atteint 5,5% du produit intérieur brut en 2023. Donc c'est donc beaucoup plus que les 4,9% qui avaient initialement été prévus par le gouvernement. Panique au sommet de l'État, on l'a vu cette semaine. Il faut redresser les finances. On imagine que tout cela tombe un petit peu mal pour le gouvernement à 3 mois des élections européennes. Alors ça tombe mal à plusieurs escients en effet. Ça tombe mal d'abord parce que l'opposition avait quand même prévenu. On avait notamment un certain nombre de sceptiques parmi les deux commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat au moment de la présentation du budget. Et aujourd'hui, on voit notamment que la commission des finances du Sénat a lancé une enquête sur Bercy pour voir comment ça se fait à la fois que tout ça n'était pas prévu et comment tout bêtement tout ça a été possible. De l'autre côté, c'est un problème également pour l'agenda européen. Au-delà même des élections européennes, la France aujourd'hui se veut en pole position sur la question de l'Ukraine, reprend la proposition estonienne concernant des emprunts européens. On voit que pour être crédible sur ce sujet-là face aux Allemands, il faut être vertueux budgétairement. Ce n'est pas le cas. C'est quoi les causes profondes? C'est qu'on a trop abusé en France de cette politique du quoi qu'il en coûte avec le Covid, la crise énergétique? Alors, est-ce qu'on en a trop abusé? Ça, déjà, c'est un jugement économique. C'est vrai qu'on a théoriquement un intérêt à avoir des politiques qu'on dit en économie contracyclique, c'est-à-dire tenter de relancer l'économie ou en tout cas de la maintenir à flot dans une période de crise. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire rouler la dette. Ou en tout cas, on ne peut plus la faire rouler aussi facilement. Plus de 3 000 milliards d'euros en France selon la Cour des comptes. Exactement, mais ça n'a pas de conséquences économiques directes si vous pouvez réemprunter pour rembourser la dette qui arrive à échéance. Le problème actuellement, c'est que si vous avez une hausse des taux, si vous avez une note, et c'est ça qui fait peur au gouvernement, qui est dégradée par les agences, à ce moment-là, le refinancement de votre dette coûte beaucoup plus cher. Et là, vous êtes en situation de crise. Donc, on arrive aujourd'hui dans un moment charnière de sortie de cette situation d'exception qui, de Covid en crise globale, avait conduit à ce quoi qu'il en coûte. Et ça, évidemment, quoi qu'il en coûte qui se poursuit aussi un petit peu avec l'aide à l'Ukraine. C'est aussi peut-être quelque part une nouvelle forme de quoi qu'il en coûte. C'est une nouvelle forme de quoi qu'il en coûte, mais c'est un quoi qu'il en coûte qui coûte malgré tout. Et donc, ce faisant, on risque d'avoir à terme une interrogation. C'est-à-dire qu'on voit notamment qu'aujourd'hui le Kremlin joue là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que vraiment les opinions occidentales sont prêtes à payer et à se serrer la ceinture sur d'autres budgets pour aider l'Ukraine? On voit que malgré tout, pour les dirigeants occidentaux et particulièrement pour les dirigeants français, ce type de dilemmes qui vont être des dilemmes électoraux à la veille des européennes vont être des dilemmes compliqués à résoudre. Alors justement, on imagine bien que le score du camp présidentiel aux européennes va beaucoup dépendre de sa capacité politique à faire accepter ces décisions budgétaires pour essayer de redresser un petit peu les finances de l'État. Quelle est la stratégie du gouvernement pour le moment ? Sur ce sujet, on a un gouvernement qui ne s'avance pas trop. On voit qu'on a un gouvernement. Ils sont assez prudents, par exemple, ils disent qu'ils ne veulent pas augmenter les impôts des Français. On est dans une situation qui est une situation évidemment compliquée parce qu'à la veille des Jeux Olympiques, il faut voir que vous avez 3 gros budgets. Vous avez le budget de l'État. Le budget de l'État, qu'est-ce que vous avez derrière? Vous avez les services publics essentiellement. L'école, la police, la justice, l'hôpital. Vous pouvez difficilement y toucher. C'est là-dessus qu'on compresse depuis environ 30 ans. De l'autre côté, vous avez le budget des collectivités territoriales. Le gouvernement commence à évoquer une sorte d'émiettement du millefeuille ou plutôt de suppression de quelques couches. Mais ça passe par une réforme constitutionnelle. Elles n'y sont pas trop favorables, ces collectivités. Alors, les collectivités n'y sont pas favorables. Et puis ensuite, si jamais vous voulez supprimer une strate, il faut modifier la Constitution. Je vois mal le Sénat accepter ça. Donc à côté, on a des réformes qui sont des réformes très à la marge. Et fondamentalement, les collectivités sont également une source d'investissement. Donc arriver aujourd'hui à compresser plus les collectivités, c'est possible mais compliqué. Et ensuite, vous avez le budget de la sécurité sociale. Ce budget de la sécurité sociale, c'est là où probablement aujourd'hui, il y a le plus d'argent à récupérer. Le problème, évidemment, c'est que c'est une bombe. Parce que si vous touchez à l'assurance chômage, les capacités de mobilisation, on le sait, sont relativement limitées. Mais si vous touchez à d'autres revenus, à ce moment-là, il y a des possibilités de mobilisation. Vous voyez ce qui s'est passé il y a 1 an sur la réforme des retraites. À la veille des Jeux Olympiques et dans une période de compression du pouvoir d'achat, quoi qu'il arrive, vous prenez un vrai risque politique. Et sur la réforme de l'indemnisation chômage annoncée par le Premier ministre Gabriel Attal,
On sent quand même que Gabriel Attal, il est sous pression à la fois des syndicats, des patronats. Il sortait tout juste la tête de la crise agricole qu'il a dû gérer de façon assez frontale, hein, puisqu'il est allé à la rencontre des agriculteurs. Et à peine cette crise terminée, il doit être confronté à une nouvelle forme de crise, on peut le dire? Alors, c'est une crise, mais c'est une crise qui est en grande partie provoquée. C'est-à-dire que personne n'a été chercher Gabriel Attal pour lui demander cette réforme. Il y a des partenaires sociaux qui étaient en effet dans une stratégie de négociation qu'on peut considérer comme étant plus ou moins avancée. Cette situation fait qu'aujourd'hui, le gouvernement a besoin ne serait-ce que de donner des gages, et notamment de donner des gages aux agences. Pour ça, eh bien, il y a besoin d'annoncer cette réforme. Cette réforme est moins explosive que d'autres réformes sociales. Je l'évoquais tout bêtement parce que vous avez des chômeurs qui sont peu syndiqués, qui sont même pas du tout syndiqués la plupart du temps. Et donc, ce faisant, les syndicats ont du mal à mobiliser et les travailleurs en faveur du maintien des allocations chômage, et de l'autre côté, eh bien, vous n'avez pas non plus vraiment de relais. Donc, stratégiquement, c'est plutôt intelligent, bien que risqué, mais ça commence à créer par contre des vagues dans la majorité. Et on voit que vous avez certains députés de la majorité qui aujourd'hui peuvent être en rupture de banc sur ce sujet-là. Cette majorité de plus en plus friable, fracturée, ça peut être l'un des problèmes posés par cette réforme. Alors, autre actualité politique cette semaine, c'est évidemment la visite de 3 jours d'Emmanuel Macron au Brésil, où il a rencontré son homologue, le président Lula. Et il faut dire que les photos de leur proximité dans la forêt amazonienne ont été vraiment très commentées, notamment sur les réseaux sociaux. On a entendu parler de bromance, hein, pour reprendre ce terme anglais, cet amour fraternel. Comment est-ce que vous analysez, Benjamin, cette stratégie de communication politique? Ça dit beaucoup de choses. Tout était très mise en scène. Tout est extrêmement mis en scène, quasiment jusqu'à la caricature. Je dirais qu'il y a 3 éléments d'analyse au moins. Le premier élément, c'est qu'Emmanuel Macron a toujours mis en avant les rapports interpersonnels avec les chefs de l'État. Ça ne doit pas toujours porter chance, mais souvenez-vous, bromance, on l'utilisait également pour Donald Trump au tout début du mandat d'Emmanuel Macron. Ça n'a pas mené loin, mais... Et avec Justin Trudeau aussi, avec Trudeau, etc. au Canada. Il y a la volonté, en fait, de créer des liens personnels en pensant que ça va infléchir les stratégies diplomatiques. Jusqu'à présent, ça n'a pas forcément été le cas, mais c'est quelque chose que maintient Emmanuel Macron. L'autre élément, c'est que lorsque vous commentez la forme, vous ne commentez pas forcément le fond. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron s'en est amusé sur les réseaux sociaux en rajoutant un petit peu des tonnes. Et plutôt que de dire non, en fait, c'est pas ça, au contraire, en faisant beaucoup. Parce que quand vous commentez justement cette communication, vous passez à côté du fait qu'au final, ça n'a pas forcément rapproché sur beaucoup de sujets. Et notamment, par exemple, la question de l'Ukraine et de Gaza, de la gestion du conflit à Gaza. Le président Lula et le président Macron ont 2 visions assez différentes. Alors, Emmanuel Macron, pendant ce voyage, il a également remis la Légion d'honneur au cacique Raoni, qu'on avait reçu sur TV5 Monde, qui est une figure planétaire de la défense de l'Amazonie. Est-ce qu'Emmanuel Macron, il est en train d'essayer de se racheter une petite conscience écolo? Il y a toujours eu cette ambivalence chez Emmanuel Macron, mais souvenez-vous, Make Our Planet Great Again, il y a au tout début de son mandat, il y a une volonté en effet de montrer que la France peut être leader sur ce sujet-là. Oui, mais pourtant, on sait très bien en interne que les Verts ont toujours critiqué le bilan écologique d'Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai. En même temps, les Verts sont sur une position qui est évidemment une position politique. Mais au-delà de ça, il est vrai que le bilan n'est pas non plus tout à fait mirifique. Mais en matière de négociation, il y a une volonté de mettre la France au premier plan. Souvenez-vous des COP, etc. Est-ce que vraiment Emmanuel Macron est parvenu à mettre la France en pole position sur ces sujets au niveau international? La réponse n'est pas forcément. Plutôt non, mais il y a malgré tout cette volonté de conquérir un espace de leadership pour Emmanuel Macron. Là, on est encore à nouveau dans cette stratégie. La fin du mandat de Donald Trump n'a pas servi beaucoup Emmanuel Macron en la matière parce que ça permettait de poser une forme de contre-feu. Aujourd'hui, avec Joe Biden, pour l'instant en tout cas, je dirais qu'il y a une position qui est une position moins visible, plus discrète. Alors, politique étrangère toujours, mais alors cette fois à l'extrême droite. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est dit opposé cette semaine à une sortie du commandement intégré de l'OTAN en période de guerre. Justement en période de guerre en référence au conflit russo-ukrainien. Et ce, alors que le Rassemblement national plaide, on le sait depuis longtemps, pour cette sortie de l'OTAN. Comment est-ce que vous analysez ce changement de position? Est-ce que c'est un changement de position qui est commun à Jordan Bardella et Marine Le Pen, ou est-ce qu'on est en train d'assister à une scission au sein du Rassemblement national sur cette question de l'OTAN? Alors, je ne dirais pas qu'il y a une scission au sein du Rassemblement national. Très clairement, Marine Le Pen tient le Rassemblement national aujourd'hui. Elle tient là où est le pouvoir, c'est-à-dire le groupe politique. Et il n'y a pas vraiment d'autonomie de Jordan Bardella, ni de fracture sur la ligne entre les deux. Là, quand même, il prend une certaine liberté.
libertés. Il prend des libertés, ça ne veut pas dire qu'il y a de scission organique. En revanche, il est clair qu'il incarne aujourd'hui une ligne quelque peu différente sur ce sujet, mais également sur des sujets économiques. On voit qu'il y a un logiciel qui est un logiciel plus proche d'une certaine façon d'une droite conservatrice, atlantiste, telle qu'on peut l'avoir chez Giorgia Meloni. Donc une autre forme d'extrême droite, une extrême droite plus traditionnelle en Europe, moins souverainiste, moins liée à, je dirais, une vision qui était une vision non pas anti-américaine, mais en tout cas moins atlantiste, qui pouvait être celle et qui peut encore être celle de Marine Le Pen. Donc ces deux logiciels, il n'est pas certain que le logiciel de Jordan Bardella, aujourd'hui sur ce thème-là, soit le plus porteur électoralement. Quand vous regardez les enquêtes, vous voyez qu'Emmanuel Macron tombe notamment eu égard à sa position vis-à-vis de l'Ukraine. Vous voyez que l'électorat non centriste est un électorat très sceptique sur les positions très pro-ukrainiennes d'Emmanuel Macron. Donc tenir aujourd'hui ce type de propos pour Jordan Bardella, c'est plutôt prendre un risque électoral. Mais alors justement, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a tenu ces propos ? Est-ce qu'il ne les a pas mesurés ? Est-ce qu'il a fait une erreur stratégique ? Je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Souvenez-vous, on avait également eu un débat sur l'assurance chômage avec ce qu'il avait pu dire, etc. On voit qu'il y a parfois des improvisations. Il y a parfois une façon de sortir sur un certain nombre de sujets qui révèlent quelque chose de la formation politique et de la génération de Jordan Bardella, mais qui ne sont pas forcément des éléments, des déterminants qui peuvent être, un, ceux de Marine Le Pen, et puis deux, ceux de son électorat, parce qu'il faut également se distinguer d'une autre force politique qui est Reconquête. Il faut se distinguer de Marion Maréchal. Avoir une ligne trop libérale, trop atlantiste, trop Mélanie, c'est au final ne pas vraiment faire la différence et ne pas aller chercher les classes populaires sur une ligne qui serait différente de celle de Marion Maréchal. On parlait à l'instant de la guerre en Ukraine. La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est rendue cette semaine à Kiev et voici ce qu'elle a déclaré. Les athlètes russes et biélorusses ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques de Paris. Alors je précise quand même que ces propos, ils vont à l'encontre de la décision qui a été rendue par le comité international olympique. Ce comité, il a estimé que les sportifs russes et biélorusses seraient admis à se présenter à ces Jeux Olympiques, mais sous bannière neutre et qu'en revanche, ils ne participeraient pas à cette grande parade cérémonie d'ouverture sur la scène. On se demande à quoi joue Anne Hidalgo. On va dire que c'est du positionnement politique, ou en tout cas que c'est une façon de donner des gages à l'Ukraine. Mais c'est en effet assez maladroit pour deux raisons. D'abord parce qu'elle n'a pas la compétence pour, vous l'avez dit, c'est le comité international olympique qui là-dessus prend des décisions, et c'est pas la maire de la ville qui reçoit les Jeux qui peut prendre ce type de décision. Ensuite, dès le moment où vous n'excluez pas un pays mais des athlètes, vous visez des personnes. Or, par définition, là, c'est se mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'individus qui sont des athlètes et qui, en tant qu'individus, ne peuvent pas être stigmatisés, attaqués. C'est ça. Est-ce que ça ne risque pas, justement, ce type de propos de créer aussi un certain climat discriminatoire en France, à Paris, au moment de ces Jeux olympiques et paralympiques vis-à-vis des athlètes russes, biélorusses, des éventuels spectateurs aussi issus de ces pays ? Je ne suis pas persuadé que ça va créer un sentiment discriminatoire parmi les Parisiens qui tout d'un coup seraient amenés à croiser les athlètes en question, parce que ne serait-ce que la parole d'Anne Hidalgo ne portera peut-être pas jusque-là. En tout cas, ça légitime une certaine forme de rejet de ces athlètes. Ça risque en tout cas d'accroître un peu plus les tensions. Or, on a des Jeux qui sont déjà sous tension pour tout un tas de sujets, notamment des sujets internationaux. On n'a pas forcément besoin de la parole de la maire de Paris qui en rajoute une couche. Merci beaucoup pour vos analyses. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. À très bientôt sur le plateau du 64.